Stéphane Châtenay, bonjour. Bonjour. Alors, je vous propose de nous propulser quelques mois plus tard cet été. Donc, c'est un paradis qui nous semble encore inaccessible, mais ça en finira bien par y arriver. Vous avez envie de prendre un grand bol d'air, un vrai bol d'air pur, comme ça, à chaud. Où est-ce que vous irez cet été? Écoutez, pour des choix très personnels, j'irai en Auvergne, dans la montagne. Ouais. Où ça, en Auvergne, à peu près? On peut... Au Mont d'Or, pour être très précis. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui mon invité Stéphane Chapnay qui est DG de Air in Space. Donc détrompez-vous, on va pas aujourd'hui parler d'espace, de fusées et de cosmonautes, mais d'espace bien physique, hein, des vrais espaces, des vrais lieux qu'on connaît tous, et de purification de l'air intérieur dans les lieux physiques. Donc Stéphane Chapnay, pitchez-moi, décrivez-moi justement en quelques mots votre activité depuis le début des années 2000. Alors en fait, Air Space exploite une technologie spatiale, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui a équipé les stations internationales. La station Mir, dans un premier temps, c'était une technologie russe historiquement, la station Mir, puis la station internationale, l'ISS, dans une technologie de filtration un peu compliquée à décrire à base de plasma, etc. Cette technologie a été brevetée, après ensuite récupérée par des technologies françaises, et Air Space est né en exploitant cette technologie, principalement pour la déployer dans le domaine médical et adresser, si vous voulez, toutes les zones les plus à risque des hôpitaux, qui sont l'hématogreffe, qui sont les blocs opératoires par exemple, mais aussi les brûlés, la réanimation, pour protéger les patients des infections nosocomiales. Toutes les zones à plus haut risque où vraiment on peut vraiment pas se permettre d'avoir le moindre virus, d'avoir la moindre infection présente. Est-ce que vous pouvez me dire euh, pourquoi, là je le disais, Air in Space, ça date du début des années 2000, pourquoi précisément début des années 2000? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Est-ce que c'est un hasard? Non, c'est simplement que l'occasion s'est présentée, donc ça a été un accord entre les propriétaires de la technologie en Russie et l'Agence spatiale européenne. Et à cette occasion, s'est créée une entreprise Hmm. voilà, qui a démarré son activité comme une start-up en fait dans les années 2000, commencé à mettre des produits dans le médical sur le marché aux alentours des années 2005-2006, pour arriver jusqu'à aujourd'hui avec le déploiement de ces technologies, si vous voulez, dans plus de 48 pays. Voilà, donc toujours pour les mêmes applications, dans beaucoup, beaucoup de pays, dont la France évidemment, mais aussi beaucoup à l'étranger. Alors, avant la crise du Covid, vos clients, c'était qui, en gros, si vous pouvez me résumer tout ça? Et surtout, aujourd'hui, vos clients, c'est qui? Enfin, est-ce qu'il y a eu un vrai avant et un vrai après sur votre business dans la crise du Covid? Alors oui, dans le contexte des crises sanitaires, si vous voulez, prévenir les risques de contamination liés à l'air, c'est devenu un enjeu de santé publique. Air in Space a continué le développement de ces technologies pour pouvoir servir, si vous voulez, d'autres secteurs que ceux qui étaient ces secteurs de spécialité. Donc j'ai parlé de l'hématologie, hein, principalement, parce que c'est là où les patients à l'hôpital sont le plus à risque, les brûlés, la réanimation, etc. À l'occasion de cette crise sanitaire, si vous voulez, pour la protection principalement des soignants, hein, puisque là on est dans un paradigme différent. On protège les soignants de la contamination qui est créée par les patients. Mhm. Jusqu'à maintenant, on était plutôt sur la protection des patients par une contamination créée par l'hôpital. Donc oui, on a été sollicité massivement depuis le début de la crise, donc décembre, janvier, d'abord en Chine, puis ensuite progressivement dans tous les pays d'Asie, puis ensuite en Europe, etc. Et solliciter, donc là, on parlait des établissements de santé, les hôpitaux, les EHPAD, mais par des établissements qui, jusqu'à aujourd'hui, n'entraient pas particulièrement dans votre ligne de mire. Je pense enfin, hypothétiquement, les bars et les restaurants et tous ces endroits publics qui vont rouvrir, les théâtres, les musées qui vont rouvrir un jour, évidemment, enfin, je dis évidemment, peut-être pas d'ailleurs, vous ont pas encore contacté, mais est-ce que vous avez eu des appels de lieux, d'organismes qui n'entraient pas dans votre base de clients habituelle, quoi. Alors absolument. En tant que spécialiste, on a été contacté par pas mal de ce type de clients. On a équipé quelques restaurants avant leur fermeture, on va dire avant novembre. Mm. On a équipé aussi beaucoup de cantines d'école, là où la mesure barrière masque ne peut pas être appliquée, Ouais.
en règle générale, on a été contacté, si vous voulez, par tous les établissements, qu'on appelle les lieux clos, hein, c'est un petit peu la terminologie actuelle, là où le port du masque, finalement, n'est pas possible. Donc, une des mesures barrières ne peut pas être appliquée et où on aurait potentiellement un intérêt, si vous voulez, par des technologies d'épuration d'air permettant de gérer efficacement, si vous voulez, les aérosols qui sont générés par les personnes elles-mêmes. Donc, on a équipé des restaurants, on a fait une campagne de tests très massive en France, en Allemagne et ailleurs sur les cantines scolaires. Donc aujourd'hui, le gouvernement allemand a pris la décision d'équiper les écoles d'épurateurs d'air et donc on est, nous, très actifs actuellement en Bavière et ailleurs sur ça. Donc en fait, on est parti sur une technologie, on va dire, très professionnelle, très haut de gamme, hein, pour des raisons très compliqué, mais voilà, les machines qu'on utilise à l'hôpital ne peuvent pas être utilisées, si vous voulez, dans ces services-là. Hein, ce sont des machines beaucoup trop sophistiquées. On a développé tout au fil du temps, si vous voulez, d'autres technologies, d'autres approches, d'autres machines plus accessibles, qui jusqu'à la crise sanitaire n'avaient pas trouvé, si vous voulez, vraiment de débouchés, voilà, et qui aujourd'hui, évidemment, explosent et nous ouvrent les voies d'un potentiel extraordinaire. Justement, Stéphane Châtenay, parlons un peu de donc, la crise sanitaire. On parle beaucoup en ce moment de variants, de choses qui évoluent comme ça sans que personne ne s'y attende vraiment. Comment est-ce que vous, en coulisses, vous pouvez être certain que cette solution, que ces solutions que vous avez développées pour désinfecter les espaces publics soient fiables? Parce que les virus, on ne sait jamais par définition, enfin, ce qu'ils vont devenir, comment ils vont muter. Enfin, si j'en crois la presse, en tout cas, c'est des choses assez complexes à adresser. Comment est-ce que vous vous assurez tous les jours, j'imagine que c'est un chantier de votre société, de s'assurer de la fiabilité, de l'efficacité de ces solutions de désinfection? Alors, on commence par mettre ce qui se fait de mieux dans les technologies de décontamination à l'intérieur de nos appareils. Donc nous, on n'est pas parti, si vous voulez, du grand public pour aller vers les professionnels. On fait l'inverse. On part des professionnels avec déjà cette connaissance. Bon, on a peut-être plus de 40 publications scientifiques à notre actif, si vous voulez, sur l'utilisation de ces technologies très sérieuses, très performantes dans des services. Hématologie, j'en ai parlé. On utilise des fils, si vous voulez, haute efficacité de type EPH14. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, on peut faire au-dessus, mais ça commence et c'est très compliqué. Ces virus sont validés, certifiés pour, si vous voulez, arrêter les micro-organismes les plus petits, dont les virus. Alors, on n'a pas fait forcément de tests sur le SARS-CoV-2, même si c'est possible, si vous voulez, mais on le fait sur des virus, si vous voulez, de forme et de taille différentes. Et en fait, c'est une filtration mécanique qui s'oppose aux technologies physico-chimiques qu'on utilise par ailleurs, mais pour les segments professionnels, une technologie, si vous voulez, mécanique qui arrête physiquement la taille du virus. Donc la mutation ne nous concerne pas dans le sens où ces mutations se font, si vous voulez, sur des protéines, sur des sites d'accès de protéines, etc. C'est vraiment à l'échelle, si vous voulez, nano, moléculaire, et nous, on est, si vous voulez, sur une échelle micro particulière. Un virus étant une particule comme une bactérie, un champignon. Vous avez fait, Stéphane Châtenay, toute votre carrière dans cette industrie médicale, des laboratoires. Vous êtes également consultant, justement spécialiste des situations de crise en matière d'infection. Et je peux comprendre, si j'ai bien lu votre compte LinkedIn, si j'interviewe le consultant, peut-être pas freelance, mais disons le consultant libre, qu'est-ce que cette crise évoque pour vous? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on va en tirer? Alors, c'est une question très, très difficile à répondre. Je ne fuis pas, mais en fait, déjà, vous avez une échelle internationale, ce qui veut dire que l'opinion du Japon n'est pas l'opinion de la France, l'opinion de l'Allemagne n'est pas l'opinion de la France. Chacun, la France est en train encore de se poser la question de savoir s'il y a contamination par aérosol. Très honnêtement, et votre opinion à vous, Stéphane? Voilà, je vais vous la donner en tant qu'expert. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de le démontrer. On a des doutes énormes. On a des doutes sur doit-on porter le masque FFP2 dans les services de soins lors des réanimations alors qu'aujourd'hui, ça n'est pas recommandé. Moi, j'aurais tendance à le recommander. Comme une précaution, si vous voulez, on va dire une sécurité de plus, un principe de précaution. On a aujourd'hui, très honnêtement, malgré leur courage, leur abnégation, ils ne sont pas en cause. On a des clusters de soignants qui sont extrêmement importants, que ce soit la PHP ou ailleurs.
dans des hôpitaux régionaux. Vous avez 130 patients sur un hôpital qui occupent eux-mêmes les lits Covid au lieu de s'en occuper. Ils sont victimes de ça. Je ne sais pas si des précautions supplémentaires auraient pu, si vous voulez, réduire ce risque. Aujourd'hui, la difficulté, si vous voulez, c'est que quand vous faites des prélèvements de l'air, on n'a pas de technologie aujourd'hui qui permettent de laisser les virus viables. Les technologies qui sont utilisées pour faire les prélèvements de virus dans l'air détruisent les virus au moment où ils sont prélevés. Donc en fait, on n'en trouve pas, on conclut qu'il n'y en a pas, mais c'est pas parce qu'on n'en trouve pas qu'il n'y en a pas. C'est un peu compliqué à expliquer, si vous voulez, mais voilà, on est limité par la technologie de diagnostic, d'analyse, voilà. Ce qui n'est pas le cas sur les bactéries ou sur d'autres micro-organismes. Les virus, c'est très particulier, c'est très fragile. Et donc voilà. Donc nous aujourd'hui, on travaille énormément avec le Japon, avec les États-Unis, et le Canada par exemple, parce que l'aérosolisation est reconnue. Disons que le doute a profité, si vous voulez, à la gestion du risque dans certains pays. Nous, on n'a pas de doute et on reste, si vous voulez, sur les protections classiques dites contact et gouttelettes, sans considérer on ne considère que les gouttelettes dites balistiques. Hein. Je résume simplement les postillons. Ouais. Je vous envoie des postillons en vous parlant, même si aujourd'hui on est à distance. Vous les prenez en contact sur vous, vous pouvez tomber malade. Donc, j'imagine que sur votre webcam, en envoyant des postillons, ils ne vont pas m'atteindre directement. Absolument, absolument. Nous sommes protégés. D'ailleurs, pour ça que je ne porte pas de masque. Voilà, donc, dans certains pays, si vous voulez, le doute profite à une gestion du risque supplémentaire. Dans d'autres pays, on attend de savoir vraiment pour pouvoir le faire. Voilà, donc c'est ça que moi j'ai constaté, si vous voulez, en tant qu'expert, c'est-à-dire que comme j'ai des réseaux dans le monde entier, que j'ai des contacts au CDC américain, même les CDC américains ont pris une position aérosol à un moment donné, revenu en arrière sous la pression de l'administration américaine. On comprend bien, si vous voulez aussi, qu'on n'a pas forcément envie de faire peur aux gens en leur disant qu'il y a un risque lié aux aérosols, qu'on n'a pas envie de faire peur aux gens pour leurs enfants dans les cantines. Les mesures qu'on a prises nous montrent une aérosolisation massive des cantines. Alors la question est de savoir si dans les gouttelettes qui sont en présence, on a des virus. Est-ce qu'ils sont contaminants? Est-ce qu'ils sont morts? Oui. Donc le dialogue est un peu intellectuel. Voilà. Moi, si j'avais donné un avis, j'ai fait récemment 2 audits dans des CHU, dans des CH en gériatrie, où on a eu des clusters patients et soignants. 50, enfin, des dizaines de soignants contaminés, des dizaines de patients contaminés, ce qu'on appelle des contaminations croisées. J'ai recommandé une meilleure aération des locaux, un petit peu à l'instar de ce qui est recommandé aujourd'hui, mais avec des machines de traitement d'air puissantes et performantes, qu'on aère et en plus on filtre. Donc on améliore une sécurité. Je ne sais pas si ça va pouvoir stopper ces clusters. Je pense qu'une précaution supplémentaire pour protéger les personnels hospitaliers n'est pas non plus chose qui est négligeable dans les temps qui courent. Stéphane Châtenay, DG d'Air in Space, beaucoup de réponses à mes questions, mais encore beaucoup de questions, encore sans réponse. Hein, c'est le lot de cette crise sanitaire. Merci infiniment pour votre temps, Stéphane Châtenay. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.